Fidélité, efficacité, régularité, c'est la trilogie qui sous-tend la devise qui anime les forums de médias. Voyons comment est constitué les plateaux de séjour en commençant par la gauche, c'est le mois de la femme, avec... c'est Mamie Abongo, je suis analyste indépendante. Analyste indépendante. Toujours à la recherche d'un parti politique sérieux. 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 Un parti politique sérieux. Sérieux. Mais il y en a beaucoup de sérieux. Oui, après Mamie Abongo... Melchataou Atiani, cadre du RCD KML d'Antipas Mboussa Nyamouissi. RCD. RCD KML. Ok. Après RCD KML. Simon Adrien Kalinga, secrétaire national chargé de la communication, information et médias et porte-parole de l'UDPS Tshisekedi. Et puis, nous terminons. Maïra, je suis fermier agronome, consultant en développement organisationnel et institutionnel, cadre de la société civile. Agronome, société civile. Vous ne voulez pas faire la politique? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Ok. Voyons la droite. On peut commencer avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, PPRD. Michel Kitoko, leader du club des patriotes congolais. Je suis politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique Pesa Fongola Mboka. Kitoko, politologue. Et puis Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. LIDEC de Makombo. Et puis Monsieur David Mundayi Kishiko, je suis le directeur du cabinet du président au cadre du parti Ma Part pour les Congo MPC, initié par monsieur l'initiateur, le patriarche Etienne Tshisekedi Tshisekedi, que je salue en passant, là où il nous suit. Okay. C'est le représentant en personne de Etienne Tshisekedi, fils de Tshisekedi, le sphinx de Limete. Bien sûr, le fils aîné. Alors, nous terminons avec Pati Joseph Lendo Fumawa Malemba Nansanga Masika Nambongo, initiateur de l'opposition scientifique, apôtre de la méritocratie, c'est-à-dire les Congos aux Congolais des meilleurs, ou des valeurs si vous voulez, et allié légendaire au professeur Vincent de Paul Lunda Boulolo. Ok. La méritocratie, c'est tout ce que nous pouvons souhaiter pour la République démocratique du Congo. Ceci étant, que nous révèle la rubrique Les courriers du fidèle téléspectateur. Ce courrier nous vient de l'Angola. Bonsoir. Suis Raphaël Nguindou, depuis l'Angola. À mon humble avis, le marché central ne peut pas opérer dans les centres-villes où fonctionnent les grandes institutions du pays, comme dans toute l'Afrique. 30 000 exploitants du marché central de Kinshasa, c'est rien par rapport à l'Angola qui avait détruit un marché central de centre-ville qui contenait plus de 100 000 opérateurs. Voici les courriers. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous sur ce plateau la semaine passée, nous avions parlé du marché central. Les gens se plaignaient, les Congolais se plaignaient qu'on ait fermé le marché pour plusieurs mois et que 30 000 exploitants du marché se retrouvaient en difficulté, que c'était pas bon pour les gouverneurs d'avoir pris cette mesure-là. Alors, lui, il réagit en disant que d'abord, le marché, vous venez de suivre, ne pouvait pas fonctionner en plein centre-ville où fonctionnent les institutions. Et nous n'avions que 30 000 exploitants, tandis que l'Angola avait déplacé un grand marché de centre-ville qui contenait plus d'une centaine d'opérateurs. Alors, une réaction rapide? Oui, monsieur Pati. De Noël, je pense que la comparaison n'est pas raison. Et que s'il faut comparer deux réalités distinctes, la science de la comparaison voudrait que nous partions sur base des objectifs comparables. Je suis désolé de la réaction de notre compatriote.
Raphaël Nguindo nous parle de l'Angola. Heureusement pour moi, j'étais à Luanda et je connais bien l'Angola. Qu'est-ce qui s'est passé en Angola? On n'avait pas fermé un marché de 100 000 personnes. Dans la problématique de la modernisation de la ville de Luanda, le gouvernement avait mis le moyen pour que là où se trouvait le marché, on appelle ça vers le roc, là, les amis angolais, luandais le savent, qu'on les délocalise, qu'on les mette un peu plus en retraite, n'est-ce pas, du centre des affaires publiques. Mais il y avait déjà un projet qui était en chantier et on n'avait pas fermé pour mettre les gens dans la rue. On les a déplacés au moment M. Quand le marché là a été construit clé à la main, c'est alors qu'on a procédé pratiquement à la fermeture. Transfert donc. Une sorte de transfert, pour ne pas dire de déplacement. Okay. Mais ici, chez nous, 30 000 personnes sont pratiquement en l'air. Et en plus, le pouvoir d'achat à Luanda n'est pas le même avec à Kinshasa. Ça, il faut pas quand même que les gens nous prennent tous pour, je ne sais pas quoi, des Congolais de la basse facture intellectuelle ou morale. Ça, il faut quand même qu'on se le dise. Donc ici, le problème est d'actualité, le problème est même préoccupant dans ce sens que le gouvernement provincial, le gouvernement national, ne se donne pas la peine de voir comment survit la petite maman qui vendait au grand marché et qui le lendemain vient, on lui dit marché Kangami, et en plus de la fermeture à ces jours, passons au grand marché, quels sont les pas qui sont déjà posés dans le sens de la construction d'un nouveau marché? Voilà des problèmes Noël. Oui, mais le gouverneur aurait trouvé des emplacements pour récupérer ces... Oui, Madame Mangel. Moi, je suis un peu du même avis que Maître pour dire que comparaison n'est pas raison. Et quand le compatriote dit, je crois qu'il a dit à un moment donné dans aucune ville en Afrique, eh bien non, par exemple au Bénin, il y a un marché célèbre, le marché des Topa, qui s'appelle comme ça, et en plein centre-ville, ça fait l'originalité de Cotonou. D'autres n'ont peut-être pas des... oui, et d'autres n'ont peut-être pas des marchés. À New York, c'est en pleine ville, un parc immense, Central Park. Ça peut faire l'originalité, ça doit faire l'originalité de Kinshasa, ce marché. Mais là où il y a problème, nous l'avons dit la dernière fois, c'est que on a vraiment l'impression que on n'a pas mis le Congolais, l'être humain, au centre de cette question. Que vont devenir ces commerçants pendant qu'on construit le marché? On a l'impression aussi qu'il n'y a pas une bonne planification. Il y avait comment on dit, on avait tout fermé, confinement là, pendant plusieurs mois. Pourquoi on ne s'est pas donné la peine de construire? Donc c'est tout ça. Et je lis ça aussi au problème. Parfois, dans la ville, il y a une mesure qu'on lance. Oui, on ne veut plus d'étalage sur les rues, etc. Et on voit les policiers, nous connaissons l'arbitraire de nos policiers. Ils viennent, ils saccagent, ils cassent, ils prennent même les marchandises des pauvres gens. Mais en oubliant, les pouvoirs publics doivent penser. Pourquoi il y a tant de vendeurs, même devant les parcelles, les bilocos? Il n'y a pas de travail. Il y a le chômage, il faut vivre. Et c'est en vendant des petits riens que les gens vivent. Alors, il faut planifier, penser à ça, et non du jour au lendemain, la mesure, casser tout, prenez les choses des gens et tout. Non, il faut mettre le Congolais, l'être humain au centre. Il y a trop de misère, il y a trop de souffrance, il y a trop de chômage. C'est pour ça que les gens recourent à ça. Et le marché central, il faut penser à ces opérateurs, ces petits commerçants qui sont au marché et mieux planifiés. Non, moi je trouve que ça fait l'originalité de notre ville, ce marché central, il faut le repenser, le construire, et puis ailleurs on construit beaucoup plus vite. Pourquoi? Chez nous ça prend tant de temps. Ok, mais vous êtes la majorité d'opérateurs au marché central sont des femmes. Et vous êtes... en plus, voilà. Je pense que la majorité, c'est les femmes. La majorité, c'est les femmes. Mais alors, vous pensez à la salubrité? Vous savez qu'ils ne savent pas entretenir. Ces dames-là ne savent pas entretenir le marché. En plein centre-ville, si on doit salir terriblement. S'il vous plaît, est-ce que
regardez nos marchés. Moi, j'habite tout près d'un marché, pas aussi grand, mais Ngaba. Est-ce que les services publics de la commune se donnent la peine, tous les soirs, comme dans des grandes capitales, de balayer, d'enlever les ordures, d'aller jeter les ordures? Et même quand parfois on jette les ordures, on fait des foulous un peu partout. Il y a aussi ça. Quand le Congolais verra, ah, Naboa Kiawa, mais on s'est interdit, ou bien le lendemain on a ramassé ça, on va petit à petit éduquer la population à la salubrité. Ce n'est pas que la faute de la population. Je reconnais qu'il y a une part de responsabilité. J'ai vu aujourd'hui en venant à l'émission un jeune homme sur une moto, il buvait l'eau et puis il a balancé la bouteille. Ok, ça c'est vraiment des choses incroyables. Il faut éduquer, mais ce n'est pas que la faute de la population. Nous vous donnons la parole à M. David qui intervient pour la première fois. Oui. Ok, merci beaucoup de la parole. Je pense que le problème de l'emplacement des marchés, ça rentre dans le cadre de l'aménagement du territoire. Je commence avec des grandes villes, de tout le temps ici avec la ville de Brésil, la capitale. Lorsqu'il s'est agi de son déplacement, il y a eu des points de vue divergents par rapport à son positionnement. De la même façon, lorsque les professionnels en aménagement du territoire sont en mesure, en train de réfléchir autour de comment, où est-ce qu'il faut localiser une activité, il se pose toujours un problème par rapport à la vision de la population. Alors, c'est de la même façon en ce qui concerne le marché. Nous sommes devant notre marché où il y a un point de vue de la part d'un compatriote qui vivrait en Angola, je crois. Il est en Angola. Oui, c'est un Congolais qui est en Angola qui pense que notre marché ne pouvait pas être localisé au centre-ville. Moi, je pense que d'abord, la comparaison n'est pas raison et qu'il ne faut pas prendre des réalités d'une entité vers une autre, compte tenu des réalités. Bien sûr. Et compte tenu de problèmes réels de chaque entité. Et en partant de notre marché, je crois que le problème se situe au niveau de l'aménagement, de la responsabilité de l'autorité établie et de sa décision, de sa planification par rapport à ce qui doit se faire. Le marché, par rapport au positionnement, le marché, dans le terme économique, c'est un point de rencontre entre l'acheteur et le vendeur. Peu importe le lieu. Les lieux. Il peut être, par exemple, à ce qui nous concerne, à Maluku, Mazangungu, ainsi de suite. Mais pourvu qu'il soit accessible et que tout le monde y pénètre pour faire l'échange, qui acheter, qui offrir, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne principalement pour notre marché, il y a le problème de la planification dans le chef du gouvernement. Je pense qu'à ce moment ici, ce qu'il faut tenir compte, il faut mettre au centre les préoccupations de la population, savoir sa survie, comment notre population est en train de se démener pour trouver des solutions à ces problèmes quotidiens alimentaires. Et par conséquent, il ne faudrait pas se réveiller aujourd'hui, fermer le marché sans tenir compte de toutes ces réalités économiques de notre pays et de notre capitale. Si vous voyez que nous avons le problème de déplacement chez nous, ce n'est pas que nous manquons des engins, mais parce que notre population est appelée à vivre du jour au jour. Le matin, à 4 heures, on se réveille, nous qui sommes à Tchang, par exemple, on est obligé de se réveiller à 4-5 heures pour aller là où il faut vendre, faire l'échange. Et quand vous vous réveillez que vous êtes un manager, vous êtes un gouvernant, vous prenez la décision sans tenir compte de toutes ces réalités, je pense que c'est irresponsable. Oui, monsieur Kambele. Oui, Noël. En tout cas, j'ai sillonné quelques capitales ou quelques grandes villes, pas beaucoup en tout cas, mais j'ai vu des marchés. J'ai vu un marché à Libreville, j'ai vu un marché à Douala, j'ai vu un marché à Yaoundé, j'ai vu un marché à Abidjan. En Belgique, j'ai vu des marchés qui se tenaient à des heures précises dans la journée. Les avenues étaient bloquées pour que les fermiers viennent avec leurs légumes et l'histoire de 8h à 12h. On bloque des avenues. C'est un marché qui se tient et puis après, ça devient l'avenue. Mon village,
chez moi au village, chaque mardi, c'est un marché. Les villages environnants viennent le mardi. Le jeudi, on est dans un village voisin, ainsi de suite. Donc, les marchés ne peuvent pas être omis de la vie des citoyens où qu'ils habitent. Maintenant, ce qui se pose comme problème pour Kinshasa, c'est peut-être, en tout cas, quand le général, plutôt le maréchal Mobutu, avait inauguré le marché après sa reconstruction, on avait dû d'abord déplacer le marché vers Pont Kassavubu, vous vous souvenez, vers... non, même là où, devant le stade, là. Pont-Gabu, là. Pendant un temps, pendant qu'on faisait les pavillons ici. Et quand les pavillons étaient terminés, c'était même l'objet, disons, un des rubriques de son discours. C'est-à-dire, voilà, marché pavillonnaire dont l'Afrique entière, pour lequel l'Afrique nous félicitait, ou du moins admirait. Donc, le problème qui se pose ici, c'est peut-être, pas peut-être, c'est vraiment le problème du débordement de la population à cause de l'exode rural. Tout le monde vient à Kinshasa et que le nombre de vendeurs, faute d'emploi autre que le commerce, fait que l'endroit le plus visité pour le commerce, c'est le marché central. Et tout le monde tient à avoir, ne fût-ce que un mètre carré pour accéder aux acheteurs. Alors cette concentration-là fait que la gestion de l'espace, l'environnement, et avec les moyens qui sont mis en jeu, ça ne correspond pas. C'est la question à résoudre. Et même les marchés que le gouverneur tente de créer par-ci par-là, c'est dans la précipitation. C'est pas comme l'espace qu'on avait au Pont Kassavubu. Moi, je crois que le marché doit être repensé de manière d'abord à décentraliser les marchés dans la ville. C'est déjà bien qu'on ait le marché Liberté, mais il en faut encore peut-être par ex-sous-région, par regroupement des communes, de manière à ce que tout le monde ne vienne pas qu'au centre-ville, qu'on ait des marchés, qu'on puisse faire sa vie là où on habite. Ne pas se revenir oui. à la Gombe. Oui, monsieur Kapangana. Bon, en fait, la critique, si on peut l'appeler comme ça, mais elle est quand même positive, de notre ami, c'est un peu face à comment ce marché est géré. Donc, c'est la mauvaise gestion de tout ça qui entoure le marché qui l'interpelle. Ce n'est pas tout à fait... Bon, centre-ville, moi je pense quand même qu'il y a des marchés au centre-ville un peu partout. Mais j'ai l'impression que tel que ça se trouve là, ça devient un problème. D'abord, l'accès pour aller acheter quelque chose. Là, moi, personnellement, j'ai renoncé. Donc, l'accès, pour accéder, pour aller chercher quelque chose là-bas, mais c'est tout un problème. Vous y accédez comment? Hein? Des jeunes gens en train de rôder autour de vous pour vous ravir, ne fût-ce que ce que vous avez pour pouvoir acheter. Et puis, si vous l'avez acheté, pour sortir avec, c'est encore un autre combat. Donc, c'est un peu cet environnement qu'il essaye de décrier. Et puis, vous ne voyez que le marché. Qu'est-ce qui n'est pas... moi, j'allais dire, qu'est-ce qui n'est pas inondé aujourd'hui? Même les quartiers. Vous ne voyez que le marché. Des communes qui étaient quand même gérables, est-ce que ces communes-là n'ont pas doublé, triplé, quadruplé de population, de parcelles, tout ça? Moi, personnellement, qui travaille dans les communes comme Kimbanseke et Massina, je ne vois plus de parcelles unies. C'est divisé par 4, tout est devenu... Alors, il n'y a pas que le marché, c'est pratiquement tout notre environnement qui est devenu un problème. Si en fait, on pouvait demander une autre force pour dire, bon, est-ce qu'on peut d'abord soulever les Quinois quelque part, là, comme ça, on arrange un peu leur milieu, comme ça, ils reviennent. Donc, il n'y a pas que le marché, il faut voir tout ça. Donc, c'est la gestion prévisionnelle qui manque. Donc, la planification prévisionnelle est un grand problème dans notre espace. Et tout ce qui va arriver, qui nous arrive, c'est manque de gestion prévisionnelle de notre habitat. Ok, vous avez raison. Je pense que c'est dans cet ordre d'idée qu'on pense à la ville Kitoko. Hein. La ville Kitoko entre dans ces cadres-là. Oui, monsieur... la ville Kitoko, j'ai dit. La ville, pourquoi tu n'as pas mis vite? Monsieur... Tao. Oui, merci pour la parole. En fait, il faut retenir ici d'abord qu'il se pose un problème démographique pour Kinshasa.
En 1974, quand on délocalise les vendeurs du grand marché pour les installer au pont Kassavubu, au pont Gabi, Kinshasa n'avait pas 1 million d'habitants. Kinshasa avait 500 ou 450 000 habitants en 1974. La preuve, même le stade de Tatara, que vous avez vu là, sa capacité était de 40 à 60 si les gens sont confinés lors du combat Ali Foreman. Donc, le grand marché là a été conçu pour une population X. Mais aujourd'hui que nous sommes à plus de 10 millions d'habitants, même si on aménageait ce marché-là, rassurez-vous que ça sera la même chose. Il y aura toujours un monde fou. Parce qu'il ne saura jamais abriter 30 000 vendeurs. C'est impossible. Donc la solution, il faut carrément, question de désengorger l'Ouest, il faut construire un nouveau marché, un nouveau grand marché à l'Est. Il y a suffisamment d'espace en Sélé, suffisamment d'espace à Baloukou. Si jamais on construisait un grand marché là-bas, le matin, il y aurait 2 mouvements. Il y en aurait qui feraient le centre-ville et d'autres qui iraient là-bas. Et ça désengorgerait un tant soit peu le transport. S'agissant de la procédure, nous devons reconnaître ici que le gouverneur de la ville a mal agi en ce qu'il aurait fallu d'abord construire ces marchés qui allaient provisoirement abriter les vendeurs avant de les délocaliser. Mais malheureusement, il les délocalise et ils ne savent où aller et il y a tout ce qui se passe, les policiers tracassent les vendeuses et vendeurs, ce qui n'est pas une bonne chose. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison de dire que la ville a pris de l'extension. Quand ce marché a été construit, la ville n'avait pas ces dimensions qu'elle a aujourd'hui. Et on doit faire des prévisions pour que les marchés qu'on aura répondent aux dimensions de la ville que nous avons aujourd'hui. Donc on n'est plus à moins d'1 million, nous sommes maintenant plusieurs millions d'habitants. Et ça nécessite un autre emplacement que celui-là. Parce qu'avec celui-là, même si on modernisait, quelques jours après, on aura des problèmes de l'instabilité. Il faut plusieurs marchés. Donc, plusieurs marchés, oui. Vous avez parlé de quelques pays d'Afrique. Vous savez, par exemple, à Abidjan, Trècheville, donc, ce sont des marchés qui ne sont pas comme des marchés que nous avons ici. Ce sont des grands marchés, là, à Trècheville. Et quand vous êtes à Ouagadougou, le marché est vraiment en retrait. Vraiment en retrait à Ouagadougou. Et c'est la même chose à Dakar. C'est la même chose. Donc, nous avons aussi à repenser la localisation de ce grand marché. Alors, ceci dit, nous entrons dans les sommaires. Sama Lukonde, le nouveau Premier ministre nommé il y a 2 semaines par le président de la République, consulte pour la formation du gouvernement sur lequel tout le monde fonde son espoir. Un ambassadeur d'un pays ami de la République démocratique du Congo, c'est l'Italie, qui a de bonnes relations avec la République démocratique du Congo, pour ne pas les citer, a été tué par balle dans la province du Nord Kivu, non loin de Goma, la capitale de la même province, à la grande surprise des autorités congolaises. Depuis lundi, le 22 février, les élèves et les étudiants en République démocratique du Congo ont retrouvé les chemins de l'école. Le calendrier trop chargé comporte beaucoup de risques, surtout pour le plus jeune. Vous savez que c'est un calendrier où les étudiants et les élèves n'ont pas beaucoup d'espace pour faire respirer le cerveau. Voilà de quoi est-ce que nous allons parler. Si le temps nous permettait, nous allons revenir sur les 15 ans de notre Constitution, si la Constitution répond encore aux exigences d'aujourd'hui, la Constitution de 2006. Et si tout va bien, nous allons aussi dire un mot sur les accidents qu'on a tous les jours sur nos lacs, sur le fleuve et dans plusieurs de nos rivières.
Voilà la matière de ces jours. Commençons par ce que tout le monde attend, parce que pour arriver à trouver des solutions, il faut un gouvernement solide. Vous êtes observateur attitré. Quand vous regardez ce qui se passe autour de la formation du gouvernement, les consultations du Premier ministre, qu'est-ce que vous avez constaté en premier lieu? Kitoko Michel. Merci. Moi, je vais dire des choses peut-être qui, pour moi, je pense que ce sont des évidences. Des évidences dans le sens que beaucoup de gens pouvaient penser que je prêche les choses négatives, mais en réalité, je suis prévisionnel. Je ne vois pas le Premier ministre actuel en train de réussir s'il continue à emboîter le pas tel qu'il est en train de faire là. Parce que la Constitution ne dit pas que le président de la République a un programme. C'est le Premier ministre qui détient le programme qu'il doit défendre devant le Parlement. Mais justement, il choisit le Premier ministre. Okay. Mais maintenant, dans le cas de parallélisme des formes et des compétences, ce n'est pas parce qu'il nomme le Premier ministre qu'il va les révoquer. Le Premier ministre est responsable directement devant le Parlement. C'est ça que... Maintenant, nous sommes dans la formation du gouvernement. Le Premier ministre est en place. Le Premier ministre est en place. Il procède par des consultations. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à cette façon de voir? Je reproche au Premier ministre la méthodologie de consulter les gens, les personnes que nous connaissons, qui pour moi ne sont pas consultables, mon Dieu, de par leur parcours, de par tout ce qu'on a reproché ici. Sauf si le président disait non, je fais rétro-pédalage. Ça ne sert à rien de reprocher ici et là des choses. Voilà qu'ils sont avec moi dans l'Union sacrée, ils sont devenus de saints. Je vais travailler avec, alors le Premier ministre, avec votre gouvernement, que vous allez réduire la taille, même si j'ai gardé l'ensemble de collèges de conseillers à la présidence qui ont rang de ministre, ainsi de suite. Donc on est en train de flouer la population, chemin faisant. Il n'y aura pas une solution à la fin. Donc moi, c'est que moi je dis, le Premier ministre devait d'abord, clairement définir, il a besoin de qui? Quel que soit il a donné le profil de... Je finis, Noël. Quelles que soient les consultations des thématiques des partis politiques ici et là, c'est au niveau des compétences qu'il doit pouvoir dénicher personnellement, nommément, mais pas tel que j'ai consulté le parti politique qui a un poids politique et ainsi de suite, et que c'est à ces partis politiques qui doivent déterminer le nombre de personnes. On va répéter les mêmes erreurs et les mêmes problèmes. Okay. Mais s'il connaissait déjà un Premier ministre qui connaît les compétences où il peut les dénicher ici et là, il pouvait déjà former le gouvernement depuis ce temps ici. Il n'avait pas besoin de faire tout ce tralala, ces cérémonies de consultation ici et là. Mais je pense que ce n'est pas dans la soupe, parce que monsieur a déjà été ministre dans ce pays. Donc il connaît aussi les gens dans ce pays. Il a été ministre, c'est celui-là qui est Premier ministre aujourd'hui. Alors, monsieur Lokaka. Je vous remercie. Je pense que dans les us fonctionnels des chefs du gouvernement, ils procèdent par des consultations. Et ces consultations doivent faire l'objet d'une représentation nationale, parce qu'il s'agit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les partis politiques et regroupements politiques qui ont la majorité parlementaire ou présidentielle, parce qu'il s'agit d'un jeu et entre au Parlement, et puis la société dite civile de mon cher Fermé Kapangana, les chefs coutumiers, toutes les bases, les experts. Et je crois que s'ils arrivent à mettre tout en musique, avec une harmonisation, avec une bonne coordination, parce qu'il s'agit d'une gestion qui va faire la solidarité gouvernementale et ne peut participer au gouvernement que les personnes dont la probité et l'éthique va faire en sorte qu'ils gèrent l'État. Et comme il s'agit de questions de la nation, nous les accordons plus de chances pour que nous refondions notre pays et que nous engagions à le rebâtir.
Alors, Madame Makombo, qu'est-ce que vous dites de la méthode dont procède le Premier ministre pour former son gouvernement et le critère qu'il a établi? Vous savez qu'il y a au moins 3 principaux. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup parce que consulter, c'est à la base de toute action politique et une action politique réussie. Il faut consulter. J'aime bien qu'il procède de la sorte et qu'il ait d'entrée de jeu défini les critères sur la base desquels les ministres vont être nommés, à savoir compétences, expérience, probité morale. Et d'ailleurs, j'avais moi eu à faire un tweet là-dessus en disant que concernant lui-même déjà, sa compétence, son expérience, mais surtout l'intégrité morale qui le précède en tant qu'individu me rassure. Donc, autour de cette table, si votre mémoire est bonne, j'ai toujours martelé là-dessus. J'ai toujours dit oui, compétences, expertise, il y en a beaucoup en RDC, nous avons, mais l'ingrédient qui nous manque, c'est l'intégrité. Et mettre l'accent là-dessus, c'est capital. Donc, consulter l'union sacrée, c'est quoi? C'est cette dynamique qui va nous permettre de refonder l'action gouvernementale. On a besoin de tous les Congolais. On ne va pas dire celui-ci était mauvais, il a rejoint, mais on va le mettre de côté. Mais dans le choix, maintenant, dans le choix de l'équipe, là, il faut faire attention. Dans le choix de l'équipe, il faut nommer, il faut qu'il respecte effectivement les 3 critères: compétence, expérience, probité morale. Et je voudrais aussi ajouter que, bon, vu le système politique dans lequel nous fonctionnons, bon, le président a besoin du Parlement pour pouvoir réaliser son action. Donc on a besoin des députés, on a besoin des sénateurs, mais il ne faudrait pas que dans cette équipe, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on retrouve des députés, forcément, parce que nous savons aussi, même si ils sont consultés, nous savons comment nos élections se sont passées. Vous allez nommer quelqu'un qui était député, vous l'avez nommé dans le gouvernement, mais qui va maintenant le remplacer au Parlement? Un suppléant qui est soit madame, soit ma fille, soit mon fils, etc. Des gens qui ne sont pas des gens vraiment que le peuple peut espérer avoir. Et autre chose aussi, je veux dire, le changement que nous vivons aujourd'hui, le changement que nous avons voulu de tous nos voeux, beaucoup de Congolais se sont battus. L'UDPS, oui, mais il n'y avait pas que l'UDPS qui a voulu ce changement-là. Il y a donc aujourd'hui se dire, nous allons mettre dans ce gouvernement que ceux qui représentent les forces politiques qui sont au gouvernement, là, je pense que ce n'est pas juste. Parce que ce changement-là, beaucoup l'ont voulu, et beaucoup qui ne sont pas au Parlement, et ils ne sont pas au Parlement, notamment beaucoup d'entre eux, parce qu'ils se sont fait voler leur voix, parce que ces élections étaient frauduleuses. Nous savons tout ça. Okay. Alors c'est là où je dis non, méthode bonne, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, mais dans ces peu d'élus-là qui vont composer l'équipe gouvernementale, en tout cas, les 3 critères qu'il a déterminés sont les bons, et sa méthode est bonne. Ok. Alors, dans ces consultations, selon M. Kapangana, quelle est la plus grande difficulté que pourrait rencontrer le Premier ministre dans la suite? Moi, ce que je peux considérer comme plus grande difficulté, c'est en fait ce que mon frère Kitoko a voulu revoir, dit bon, c'est les mêmes qu'il consulte. Maintenant, il faut qu'il convainque ces gens à lui donner ce que lui veut. Si on avait demandé au chef de son parti, parce que lui aussi vient d'un parti, si c'était son chef qu'on avait consulté pour lui donner nous un Premier ministre, je ne sais pas si son chef allait dire c'est pas moi mais c'est l'autre. C'est ça aussi qu'il faut voir dans ces consultations.
on voit ces gens-là dire, mais moi j'ai besoin de jeunes, j'ai besoin de femmes, mais des gens compétents. Mais je voudrais bien aussi vous rappeler que je ne sais pas si nous avons la même compréhension ou la même acceptation du mot compétence. Parce que la compétence, c'est la jonction de 3 éléments. Mon frère Gandhi n'est pas là, parce que c'est lui qui souvent le répète. La compétence, c'est la jonction de 3 éléments importants. Il y a le vouloir agir, la volonté politique dont on parle beaucoup. Vouloir agir. Il faut avoir une grande volonté, vous pouvez bien agir. Savoir agir. Donc il faut connaître quelque chose, il ne faut pas venir comme ça. Et puis, pouvoir agir. Savoir, pouvoir, vouloir. Quand les 3 ne sont pas réunis, votre compétence est limitée. Ceux qui sont en train d'être interviewés, suivez Top Congo tous les jours, il reçoit les ministres là-bas. En tout cas, moi, j'ai été très compétent, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce que... Oh non, j'avais demandé 170 millions, on m'a donné seulement 7 millions. Comment vous pouvez être... Vous pouvez agir avec 7 millions, là où vous voulez agir avec 170. Donc, en fait, si vous n'avez pas tout ça, donc vous pouvez dire, non, moi, je suis compétent. Oui, la compétence, c'est la jonction de ces 3. Donc, si vous ne réunissez pas les 3, votre compétence souffre. C'est ça, pour nous, les consultants. C'est comme ça que nous comprenons le mot compétence. Donc, il faut savoir bien les nier ces gens. Mais alors, maintenant, il faut les trouver dans le cadre de consultation. Moi, je vous ai consulté, je vous dis, donnez-moi un jeune ou une femme, et puis, la jeunesse. C'est cette jeunesse-là de 7 à 77 ans qui est jeune dans ce pays. On est enfant de 1 à 17 ans. On devient maintenant jeune à partir de 18 ans, non? On a sa carte et puis maintenant jusqu'à 35 ans. C'est ça la jeunesse. Il ne faut pas que nous puissions tirer notre jeunesse parce que moi je n'ai pas encore trouvé de travail, je continue à être jeune, jusqu'à 50, 60, non. À partir de 35 ans, en tout cas, affirmez-vous comme adulte, homme, tout ça, vous n'êtes plus jeune. Donc, 35 ans, faites comme tout le monde, il ne faut pas dire non, avec mes 35 ans. Donc, voilà, 18 ans, on devient jeune, jusqu'à 35 ans. Au-delà, on devient tout le monde, on se bat comme tout le monde. Et puis, on peut aller plus loin, parce que moi, je viens de voir une étude américaine qui dit que les plus grandes compétences deviennent, enfin, la compétence devient accrue à partir de 60 jusqu'à 80. C'est comme ça que vous voyez Joe Biden en train de vous montrer qu'il est toujours là. Pendant que chez nous ici, d'abord on vous chasse du travail quand vous avez 65 ans. Et puis quand on vous chasse, c'est pour vous dire, bon, allez mourir. Hein? Donc voilà un peu. Donc je crois que la difficulté, comme vous le demandez, la plus grande difficulté, c'est celle-là de pouvoir trouver ceux qu'ils cherchent, mais dans le cadre d'une telle consultation. Faut-il maintenant se passer de ceux qui vous ont dit tel, et dire non, pas toi, mais en tout cas moi. Donc prenez son propre cas. Est-ce que si vraiment on avait demandé au chef de son parti, est-ce que son chef allait dire, bon, pas moi, mais lui? La méritocratie. Quel diriez-vous pour la formation du nouveau gouvernement? Je commencerai par là où s'est arrêté l'agronome. Le ministre qui passe pour dire j'ai demandé 170 millions, on m'a donné 7 millions, qu'allais-je faire? Moi, parti président de la République, je vous appelle, je vous chicote. Napoléon Bonaparte a dit quelque chose de fondamental. L'ambition dont on n'a pas la compétence et le moyen constitue un crime. Si vous n'avez pas le moyen, faut-il le déclarer pendant que nous sommes en train de chevaucher vers un nouveau gouvernement? Pour flatter qui? Pour continuer à s'accrocher à la chose. Niaiserie. Deuxièmement, Noël, méritocratie. Ben, j'ai entendu. Il ne faudrait pas ramener la question à une bataille transgénérationnelle. Jeunesse, j'entends parler de la jeunesse. Mais on ne commence pas la maison par la toiture. Nous en appelons à nos jeunes au lieu de pulluler sur des chaînes de télévision. Où même l'essence démocratique devient plus qu'au rabais. Les débats politiques n'enseignent plus, n'instruisent plus. On veut faire les atalakou sur des plateaux de télévision, avec des WhatsApp, Facebook, et ainsi de suite. Mais nous demanderons aux gouvernants, faisons une promotion de l'emploi des jeunes. Vous terminez l'université, allez travailler à la commune. La fonction publique au bas de l'échelle. Pourquoi les partis politiques n'envoient pas leurs militants à l'administration publique à la base?
La commune. Directeur en Belgique, quand vous êtes cadre dans une commune, vous êtes un monsieur. Mais ici, les jeunes ne veulent plus commencer par le bas. Tout jeune est capable d'être ministre. Voilà une grande difficulté pour le Premier ministre que je salue, pour lequel quand même j'ai beaucoup de pitié, et en tout cas je regrette. La boulimie. Au Congo, tout homme est ministrable. Tout le monde. Et le doyen agronome l'a souligné ici. Tout le monde est capable d'être ministre. Et surtout qu'on a compris qu'ici, parmi les agrégats promotionnels en politique, c'est la flatterie. J'ai vu, en venant de chez moi vers Upen, en descendant, des députés qui ont fait lever des banderoles. Soutient la vision du chef de l'État, Union Sacrée, Fachi Beto, honorable Parti Lendo. Moi, président de la République, je vous appelle, je vous gifle. Je pense que, directeur, nous avons 60 ans. Nous devons nous tous nous dire, ceux qui n'ont pas de salle de bain avec miroir, dans leur kiko, sont avec un petit miroir. Ils se regardent. D'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Noël, vous êtes à Lemba, il y a des amis de Matete ici. Il m'arrive de passer là-bas, le goudron que le Belge nous a laissé disparaît. J'étais à Riguiné à côté de la résidence du Dirkaba du Mobutu, le professeur Ngouyandi, là que je salue, mon professeur en droit. Mais le goudron de Benila a disparu, c'était fossé. Je me demande, est-ce que ce pays est gouverné? Noël, voyez-vous. Okay. Donc je pense que, vraiment je m'excuse Noël, je vais chuter par là. Il faut que nous innovions dans le choix des hommes. Je crois que j'ai salué la venue de l'Union Sacrée parce que c'était une dynamique pratiquement, je dirais, de la modernité gestionnelle. Mais le modus operandi doit quand même changer. Si je vois aujourd'hui tout le monde, ceux qui ont été là, suivez la télévision. Tous les ministres sont maintenant présents. Hein. J'ai même vu qu'il y a un ministre qui passe. Voilà, les couloirs de mon ministère sont répeints. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Ça a été dit. Posez la question à tous les anciens gestionnaires de ces pays. PDG, ADG, ministres, ambassadeurs. Ils vous diront, moi, j'ai bien géré. Mais le pays, 60 ans après, nulle part. Personne ne s'avoue médiocre. Alors là, j'attire l'attention du Premier ministre. Okay. Les anciens ministres et directeurs qui veulent revenir, il faut qu'on leur dise, nous sommes 80 millions. Plus de 80 millions. Madame Makombo veut être ministre. Noël, Madame Makombo veut être encore ministre. Que le Premier ministre lui pose la question courageusement. Madame, qu'avez-vous fait de poste que vous avez occupé avant? Vous avez été à Mbongo DG. Vous voulez encore revenir parce que 8 députés, un poste. Tant mieux. Niaiserie. Tant mieux. Mais qu'est-ce que vous allez encore apporter? Et là, devant Kambele qui voit le président avec le parti, l'UDP, secrétaire national, et le parti du frère non chef de l'État, M. David, je pense que vous devez, l'un et l'autre, conseiller le grand chef. Pour que, dans le choix des hommes, qu'on ait donné 3 noms, tant mieux. Que chaque nom soit accompagné d'un CV. Que chaque nom soit accompagné d'une motivation. Pourquoi vous avez choisi M. David comme ministre des Finances? Justifiez-nous, président de la République et Premier ministre. Et à la fin, que le service des renseignements puisse quand même innover la culture du fichier individuel. Maître parti, vous voulez faire quoi? DG. Mais là où il loue, il ne paye même pas le loyer. C'est quoi? Nous devons avoir la traçabilité des gens. Mais si on doit mettre encore des gens parce que on s'arrange, 8 députés, ministres, 3 députés, 27 députés, ministres d'État, et encore cette histoire des ministres d'État. Je pense que le président de la République et le Premier ministre savent très bien que je viens d'une haute administration quelque part va venir ici, le budget de l'État est médiocre. Je n'ai pas de de financier en Bongo. Cette histoire d'un gouvernement avec 4 vice-premiers ministres, 8 ministres d'État. Pourquoi? Parce que Kambele, c'est une personne emblématique. Voilà des mots que vous créez dans ces pays. Personnage emblématique. Ça me fait rire. C'est un personnage emblématique. Il doit être, si pas vice-premier ministre, ministre d'État. Vous avez vu ça où? Ah non, il faut qu'on quitte. Je conseillerai au président et au Premier ministre, quand Mbele est là, mon frère David est là, et au moins ils sont, bon, par alliance politique, famille présidentielle, eh bien, qui est un Premier ministre, qui est déjà là, bravo à M. Sana, qui est des ministres, si c'est 40 ministres, 5 ministres d'État. Ces histoires emblématiques, quand vous piochez dans le passé, le rendement de ces emblématiques-là, ma tête n'a plus de goudron, Ngiri plein de moustiques,
Zandouamoune n'en a pas songé, il n'y a rien directé. Nous devons que le peuple doit être, comme l'a dit le président, je cite par là, exigeant. Que le peuple n'applaudisse plus à ces histoires de Yende, grand opposant, ceci. Non. Nous sommes, nous tous là. Il faut que le premier gouvernement qui vient avec l'Union sacrée consacre en fait le renouveau dans le mandat du président de la République. Je l'ai dit devant le secrétaire national, directeur, merci. Alors, Madame Abongo, si le Premier ministre vous demandait un petit conseil, vous diriez quoi? Le conseil que je peux lui prodiguer, en plus des 3 critères qu'il a donnés pour le choix de ses collaborateurs, qu'il ajoute aussi que le prochain ministrable doit avoir un casier judiciaire vide. Ça, c'était dit. C'est déjà dit. Oui. Il a dit ça, un casier vide. Voilà, un casier judiciaire vide. Concernant maintenant le choix des ministres, il y a 24 regroupements politiques et partis politiques. Mais ce que nous devons savoir, ce n'est pas tout le monde qui sera choisi. Hein, et que ça ne frustre pas aussi ceux-là qui ne seront pas retenus comme ministres. Parce qu'on ne fait pas la politique seulement pour être ministre, on peut servir aussi ailleurs. Parce que nous entendons, voilà, si on ne tient pas compte de nous, nous risquons de quitter le bateau Union Sacrée. Alors la majorité maintenant commence un peu à flotter. Donc, restons dans cette dynamique-là. Nous voulons le changement dans le pays. Et le chef de l'État a jugé bon, selon lui, de créer cette union sacrée. Moi, je demanderai à ceux qui sont dans l'union sacrée d'y rester. Il y a la territoriale, il y a la diplomatie, il y a le portefeuille. Ne vous cramponnez pas seulement au gouvernement. Vous pouvez vous retrouver tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. Et je demanderai aux responsables des regroupements politiques, AAB, ADRP, RRC, à tous ces regroupements politiques-là, lorsque vous allez classer les 3 personnes à soumettre au Premier ministre, pensez à mettre une femme, 2 hommes. En tout cas, vous pouvez mettre 2 femmes, 1 homme, pour donner quand même la chance à la femme d'accéder au poste ministériel. Et ne mettez pas votre nom parce que nous vous connaissons, nous savons que vous avez déjà travaillé, nous avons besoin des nouvelles têtes, nous avons besoin d'un nouveau souffle pour que le pays... Oui, pas des députés parce que vous êtes déjà à l'Assemblée nationale, nous avons besoin des nouvelles têtes, des personnes dont les têtes sont bien faites, qui ont la compétence, l'expertise, toutes ces choses-là pour travailler afin que le pays aille de l'avant. Ok, Tao. Oui, vous avez quelques craintes pour... la formation du gouvernement, c'est lesquels par exemple? La première crainte, c'est le fait que beaucoup de députés ne se retrouvent pas dans ce gouvernement. Ce qui constituerait aussi un obstacle dans l'investiture du gouvernement. Parce que nous devons retenir que le programme du gouvernement, présenté par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, s'il est adopté, l'Assemblée nationale va investir le gouvernement. Et si par contre les députés ne se retrouvent pas, ils vont rejeter cela. Et ça sera une crise. C'est légitime. Ils peuvent le faire. C'est pas obligatoire. Oui, ça sera une crise s'ils rejettent ça. Alors, et donc, tout à fait, il convient ici de pouvoir en appeler à la sagesse et du président et du Premier ministre pour voir dans quelle mesure satisfaire tant soit peu les différents partenaires membres de la majorité parlementaire. Monsieur Kitoko disait tantôt ici qu'il n'était pas normal qu'on consulte les députés, les partis, ainsi de suite. Non. Connu. Non. Mais parce que la majorité, Bahati a fait son travail, il a présenté le résultat au Premier ministre, au chef de l'État, bien sûr. La majorité est formée de regroupements politiques et de partis politiques. On ne peut que consulter ces derniers. Et ces derniers sont représentés par des élus. Ce sont ces élus-là qui doivent venir, évidemment, à travers leurs représentants, auprès du Premier ministre. Il les consulte. Mais il leur dit quoi? Il leur dit, voici notre vision. Voici les critères. Voici le quota. On a parlé de la compétence, de la moralité, de l'expérience. Mais moi, je résume cela en 3 S. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Ce sont les 3 S, en fait. C'est cela. Et il leur dit dans votre équipe, quand vous avez, par exemple, 8 députés, vous avez droit à un ministre ou un ministère. Bon, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est logique.
C'est logique, c'est normal. Et aussitôt fait, vous nous présentez 3 noms. Mais tenez compte de la jeunesse, des femmes et des personnes vivant avec handicap sur votre liste. Et moi, je pense que c'est pour une bonne représentativité. Vous voulez que le Premier ministre consulte Michel Kitoko, parce qu'il n'est pas une figure connue. Mais voilà, on ne peut consulter que les gens qui sont connus. Oui, on ne consulte que les gens connus. Je ne suis pas inconnu. Ok. C'est pas un dialogue, hein, je vous dis. Hein. C'est pas un dialogue. Alors, monsieur David, que diriez-vous de certains chefs de parti qui se mettent sur la liste de 3 non demandés? Oui, jusqu'à ce niveau ici, selon ma conception, tout chef d'un parti politique, c'est un Congolais. Et moi, je pars sur l'idée de non-exclusivité. Tout Congolais qui a des capacités pour briguer un poste, il peut être pris ou consulté pour être aligné. Et là, pour moi, je ne vois pas pourquoi on peut écarter un chef d'un parti politique du fait qu'il est initiateur ou il dirige un parti politique. Non. Par rapport à la méthode, je pense aussi à revenir. Je pense qu'il n'y a pas une méthode indicative pour reprocher au Premier ministre de celle qu'il a adoptée et que nous devons lui laisser suffisamment de temps, comme nous l'avons fait pour son prédécesseur Ilunga. Nous devons lui laisser le temps. Nous ne devons pas lui indiquer une méthode. Nous ne devons pas lui donner un temps. Il n'a pas besoin de conseils. Mais nous avons besoin. Il a aussi besoin des conseils. Lorsqu'il nous consulte, il a besoin des conseils de notre part. Et que lorsqu'il vient auprès de nous, moi je vois que lorsque nous avons pensé de l'union sacrée... Vous êtes un haut cadre du parti. Oui. Lorsque nous avons pensé à l'union sacrée, notre conception était de partir des carcans de FCC, cash, mais d'amener l'environnement politique à un contexte favorable à la vision du chef de l'État. Parfait. Et que par conséquent, lorsqu'il a déjà mis l'accent, il a mis la main sur l'oiseau rare, son dévolu a été porté sur l'oiseau rare. Moi, je pense qu'il faut lui donner le temps et que par rapport à ce temps, nous qui sommes des responsables des partis politiques, nous devons lui apporter des suggestions. Mais l'État ne joue pas en notre faveur. Hein? Oui, l'État ne joue pas en notre faveur, mais nous ne devons aussi pas le précipiter pour qu'il fasse cela dans la précipitation, pour que demain, le lendemain, nous allons encore revenir, par exemple, arriver à regretter de ce que nous avons voulu faire ou voulu lui demander de faire dans la précipitation. Moi, je pense qu'il faut lui donner le temps pour qu'il procède de sa manière, parce qu'il n'y a pas une méthode indicative pour cela, et que par rapport aux responsables des partis politiques, ils sont des Congolais comme tout autre, s'ils ont, ils respectent la critère de démocratie, parce que là aussi, moi je mets l'accent de tout le temps, ici nous avons vu des ministres qui ont été des ministres, mais sans avoir de maîtrise de leur département ministériel. Ça, je suis contre. Quelqu'un, on dit non, parce qu'il est conseiller, il est là, il est ministre, il doit avoir des conseillers. Non, vous ne devez pas présenter un profil bas devant vos conseillers. Vous devez avoir une maîtrise dans le secteur. C'est pourquoi il faut les cursus académiques ou scolaires. Doser de l'expérience dans tout ce que vous avez déjà appris, sans oublier surtout aussi la valeur morale. Et ça, nous devons tenir compte. Par rapport, pour mes résumés, je voudrais vous dire seulement qu'on ne puisse pas aller à écarter un chef d'un parti politique. Les autres parlent même de ceux qui sont venus de FCC. Ils ne sont pas des diables. Dans FCC, il y a des gens qui peuvent avoir... Compétents, qui peuvent avoir les sentiments patriotiques, qui ont été dans FCC et qui n'ont pas pu apporter le meilleur d'eux-mêmes. Voyons, par exemple, prenons le cas de Mbosso. Mbosso, moi, je ne savais pas qu'il était un ministre de tout le temps. Mais Mbosso, qui connaissait Mbosso? Nous le connaissions comme député, mais peut-être il ne jouait pas le rôle dont on attendait de lui. Et maintenant que nous l'avons utilisé,
nous pensons qu'il peut faire quelque chose. Et même la façon dont il a géré, les premiers mois qu'il a géré les débats, je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose. En conclusion, je voudrais qu'on écarte l'esprit de pouvoir marginaliser ceux qui ont créé des partis politiques. Ils sont des Congolais comme nous, à condition qu'ils remplissent les critères voulus par le Premier ministre. Donc, les éléments valables, il faut les retenir. La méritocratie. Mais, alors, Kambele, les gouvernements, selon le Premier ministre, 44 ministres. Vous ne trouvez pas que c'est encore un morceau assez lourd? Bon, lourd, c'est relatif. C'est relatif, et puis ce n'est pas un chiffre figé. Ça peut voguer, ça peut autour de, selon qu'il faut arrondir tel ou tel angle. Quel avantage? L'avantage, d'abord, c'est que nous sommes dans un pays qu'il faut construire dans toutes ses dimensions. Avec un grand nombre. La dimension de la représentativité compte pour beaucoup. Vous savez, il y a des populations qui ne peuvent se sentir concernés dans une action même au niveau national que s'ils voient quelqu'un des leurs. C'est une réalité connue dans notre pays. Il y a des individualistes, mais il y a de ceux-là qui ne comptent espérer dans une action menée que s'ils voient quelqu'un qui peut les rassurer le soir à l'oreille que non, 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 non. Yoke Yabetu. Par exemple. Il y a des gens qui n'attendent que ça pour se sentir concernés. Par conséquent, regardez, quand on dit il faut faire le genre, vous entendez les mamans, bien qu'elles sont les épouses et les sœurs de tous les hommes qui travaillent là pour elles, elles veulent être représentées. Donc il y a un problème. Donc vous comprenez que pour que les mamans se sentent concernées par le gouvernement, il faut qu'elles voient quelques dames parmi les membres du gouvernement. Donc la représentativité est une donne à ne pas négliger. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord ou d'accord avec madame... Mais vous ne trouvez pas que 44, c'est un budgétivore? Non, ce n'est pas budgétivore. L'effort à faire, c'est du côté de l'augmentation de recettes de l'État. Et nous savons que plus ou moins 15 millions échappent. 15 milliards. 15 milliards échappent au trésor par an. Il y a au moins, en tout cas, il y a beaucoup d'argent qui échappe. Mais depuis qu'on a dit ça, on n'a jamais retrouvé. Non, mais écoutez, hein? Ce n'est pas de la blague. Depuis qu'on a dit. D'accord, oui, on s'entende. C'est la vérité. Et ça fait combien de temps? Mais, on a parlé de ces 15 milliards. Ça fait combien de temps? Mais autant d'années après. Et qu'est-ce qu'on a fait pour endiguer ça? Qui est-ce qui a fait? Ceux qui ont mal géré ou bien ceux qui veulent bien faire? Vous posez la question à ceux qui ont mal géré ou bien à ceux qui veulent maintenant bien faire. Mais nous sommes aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il y a la volonté politique de bien faire. Et on ne peut pas faire sans dépenses. L'argent est là. Il y a des pays qui n'ont pas autant de minéraux que nous, qui ne vivent que de l'impôt sur le revenu ou le salaire des gens. Ces pays-là ont des budgets de loin supérieurs aux nôtres. Donc, ce que je peux dire, j'allais dire plutôt que j'ai entendu les députés réclamer la paternité de l'Union sacrée et que pour cela, ils souhaiteraient être en grand nombre à l'exécutif. Là, je m'inscris en faux. Parce que la dynamique de changement, là, elle n'a pas commencé au Parlement, elle a commencé dans la population. La population aussi a souffert. Il y en a qui ont perdu leur vie pour que nous arrivions à ce changement. Est-ce que les députés sont des délégués? Il ne faut pas qu'au gouvernement, on ait des délégués des délégués. Tout le monde représente la base, tout le monde représente le peuple. On ne peut pas donc avoir des délégués dérivés pour que le gouvernement puisse être fonctionnel. Les députés ont déjà non seulement un revenu sûr, mais en tout cas du travail pour ceux qui étaient chômeurs,
ils peuvent se contenter de rester au Parlement et laisser leurs représentants, leurs membres de parti, qui sont vigoureux et qui répondent aux critères du Premier ministre, aller au gouvernement pour qu'eux, justement, sachent les contrôler. Ok. C'est ça ce qu'il faut faire. Ok, ok. Cadrer un peu quelque chose d'une haute importance. Voilà ce qui va se passer dans l'union sacrée. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que vous décrivez, s'il vous plaît, justement, vous avez votre point de vue, monsieur, et je vous ai garanti ici sur le plateau que votre union sacrée va imploser. Parce que vous pensez, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. S'il vous plaît. Vous pensez prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Là, vous êtes en politique, Quelles monsieur. sont les solutions que vous proposez? Les solutions, c'est que, d'abord, en amont, je vous ai toujours dit, ils ne devaient pas faire ce qu'ils ont fait là. Les emprunts des députés ici et là, factices, machin, on va faire une majorité. Et par la suite, on dit, non, ce n'est pas tout le monde qui peut se retrouver, mais tout le monde peut venir. Vous êtes un politologue. Vous comprenez? Vous avez constaté. J'ai constaté. Vous avez constaté de failles. Et le pays vous appartient. Vous êtes congolais. Alors, quelle est la solution? Comment en sortir? Ils auraient dû laisser. La première faute qui a été commise, c'est de renverser, soi-disant, la majorité pour qu'on en arrive là. C'est-à-dire que c'est comme si on dit, j'ai 2 chambres dans ma maison, quitter cette chambre, entrer dans une autre chambre. Ils ressortent d'une chambre, ils entrent tous dans une autre chambre. Et ceux d'autres qui ont vu les dangers venir, ils disent non, moi je n'entre pas là-bas, comme nous autres, je dis, je reste ici, parce que la méthode que vous utilisez pour faire ça vous coûtera cher pour le pays. Tout à l'heure là, attendez, tout à l'heure là, il a évoqué la question de comment récolter l'argent pour le pays. Pour que nous ayons une vision. 3 ans après, on continue à nous parler de la vision de Luzo Lubambi, qui a dit que 15 milliards échappent au pays. 40% des entreprises, s'il vous plaît. 40% des entreprises, monsieur, s'il vous plaît, vous me posez la question, vous êtes journaliste. Je suis en train de répondre et c'est mon temps de parole. 40% des entreprises qui contribuent pour la caisse de l'État ont fermé avec Covid-19. Ça, vous êtes au courant? Ça veut dire que... voilà, avec la mégestion. Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes en train de nous confronter avec un problème délicat et difficile que vous ne saurez pas résoudre. Je me mets du côté de la population. Et je vous garantis que demain, votre union sacrée va imploser. Et parce que ça va imploser, vous allez revenir vers la population et on vous tiendra à l'œil. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est de rafistolage des éléments ici et là qui ne marcheront pas. Okay. Madame Ambon va demander la parole. Ok, nous allons changer. S'il vous plaît, évoluons calmement. Raisonnons pour le bien de ce pays, parce que nous n'avons pas mieux que ça. Nous n'avons pas mieux que ça. Mais vous avez parlé là sur ce sujet-là. Non, je voulais simplement dire au Premier ministre Sam Alukonde, il a reçu la société civile. On n'a pas besoin de la société civile dans le gouvernement. La société civile est apolitique. Elle viendra gonfler le gouvernement pour rien. Donc la société civile doit être à l'écart. Ok. Je pense que vous n'oubliez pas ce qu'avait dit le maréchal Mobutu, ce n'est pas facile d'être le Zaïre. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, en paraphrasant Mobutu, ce n'est pas facile d'être le Congo. Et voilà. Hier, nous avons appris tous qu'un ambassadeur a été tué non loin de la capitale de la province du Nord Kivu. Et à la surprise de tout le monde, citoyens ordinaires comme dirigeants du pays. À première vue, de prime abord, quelle analyse vous faites de cet incident-là, Monsieur Tao? Oui, merci bien, directeur, pour la parole. Et la population congolaise a appris, bien sûr, cet assassinat-là. Mais c'est quand même écœurant que ça fasse beaucoup écho, alors qu'il y a plus de 7000 morts depuis 2014 dans cette région. Des Congolais. Non, je parle des Congolais morts, assassinés, égorgés par les ADF dans cette région-là.
Mais le monde n'en parle pas. Même notre chaîne nationale ne fait pas allusion à ce qui se passe là-bas. On tue 20 personnes, 30 on égorge, 20, tout ça. On n'en parle pas. Parfois, c'est la RFI qui en parle. Nous, ici, on trouve ça normal. Top Congo en parle. Mais la chaîne nationale ne fait pas allusion à ça. Il n'y a pas de ville morte, il n'y a rien. De deuil national plutôt. Il n'y a pas. Il n'y a même pas un message de compassion envers cette population. Jamais. De Kabila à Bénin. On n'a jamais fait ça. Alors maintenant que c'est un ambassadeur, nous sommes contents parce que ça relance la problématique de la sécurisation de l'Est du pays et du Congo en général. L'ambassadeur est mort, il a été assassiné dans cette zone-là. Nous sommes contents que le Premier ministre Sama Lukonde ait dit que le premier chantier de son gouvernement, c'est la sécurité. Et nous osons croire que la sécurité sera rétablie à l'Est. Mais pour que cette sécurité soit rétablie, il faudrait qu'il y ait un bon ministre de la Défense. Mais qui peut être ministre de la Défense? Non, mais vous citez des noms. Moi, je n'ai pas cité des noms, vous citez. Il n'est pas le moins compétent de toutes les façons. Nous avons besoin d'un ministre de la Défense qui soit d'abord du coin, qui maîtrise les questions sécuritaires de l'Est, qui entretient certaines relations avec la zone, c'est-à-dire les pays frontaliers, les pays frontaliers et la communauté internationale. Quelqu'un qui a déjà eu à faire la guerre, qui connaît les coins et les coins de l'Est, peut facilement mettre fin à cette guerre. Contrairement à Michel Kitoko, qu'on mettrait là-bas, ne connaissant pas là où est Ouicha, là où est ceci, là où est cela, ça peut poser problème. Et donc, nous saluons, nous demandons ici aux Congolais de comprendre une chose. Personne ne viendra au Congo faire le bonheur des Congolais à leur place. La sécurité de l'Est doit être la préoccupation majeure de tous les Congolais. Il faut d'abord commencer par mettre les soldats dans de bonnes conditions. Allez au camp Kokolo, vous allez voir comment les familles des soldats vivent. Maintenant, moi, soldat, je vais en guerre. Je suis au front. Mais j'ai laissé ma femme dans des conditions exécrables au camp. On me paye parfois difficilement. Sinon, mon salaire, qu'on appelle solde chez les soldats et tout, est de 120 000 ou 190 000. Mes enfants étudient, je dois payer. Ils sont malades, il faut les soigner. Mais je suis au front là-bas. Non, moi je pense, même s'il y a des écoles, ce n'est pas tous les soldats qui mettront leurs enfants là-bas. Parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment. Donc, je voudrais dire ici qu'il faille que nous, Congolais, prenions en compte notre responsabilité. Ne voyons pas seulement les autres. C'est vrai qu'il y a la force Africom qui va venir. D'ici là, on a sollicité que la force Africom vienne pour nous soutenir à l'Est. Mais nous-mêmes d'abord, la chaîne de commandement de l'Est là, il faut que l'État, le chef de l'État en particulier, le Premier ministre, ouvre l'œil et le bon pour que nous arrivions à mettre fin à cette insécurité. Alors, M. Lokakaj, vous avez appris comme nous ce qui s'est passé à Goma avec l'ambassadeur d'Italie. À première vue, qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Je vous remercie. Je réitère nos condoléances comme le gouvernement congolais à la famille et au pays, à l'Italie. Mais je médite souvent que les ambassadeurs étrangers accrédités à Kinshasa, ils font tout. Ils se déplacent partout. Ils ont l'ingérence en tout. Et je me demande même si, est-ce que les ambassadeurs congolais accrédités en France ou aux États-Unis font ce qu'eux font chez nous. Généralement, c'est difficile. Donc, il faut reconceptualiser un document attestant le comportement des diplomates accrédités en RDC. Une nomenclature ou un code par rapport à leur manière de gérer. Ils gèrent tout, écoles, hôpitaux, parfois, avec Doye Kapangana dans la société civile, ils arrivent à affaiblir même le fonctionnement de l'État, hein, parce qu'il y a des représentants résidents des organisations internationales ici. Hein. Nul n'ignore que pour acheter les transformateurs de la SNEL, il faut passer par les ONGD. Et tous ces diplomates se sont constitués en courtiers en développement.
Et donc, il faut une nomenclature de leur éthique comportementale par rapport aux missions assignées. Et tout le monde sait qu'ils sont espions, parce que tous les diplomates sont des espions. Alors, et nous les laissons l'opportunité de... je regrette la mort, mais ils font tout. Donc, il faut essayer un peu de réorienter. Et le responsable qui a la charge des migrations du pays, parce qu'il y a une direction de migration, pouvait suivre le mouvement des étrangers par rapport à leur fonctionnement dans notre pays. Et donc, je regrette ça, et c'est interpellateur, parce que ça interpelle la société internationale, auquel nous appelons la communauté internationale. Chez lui, là-bas, je suivis le ministre Paloukou, à l'époque, il était gouverneur. Quand vous avez 700 000 créiseurs, donc chaque créiseur est détenteur d'une arme, à Kaoufalo. Et donc vous avez une bande, parce qu'il y a les minéraux du sang. Et les minéraux sont accompagnés avec l'argent. Et chacun doit se sécuriser. C'est un problème de société. Pas le ministère de la Défense, mais le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Pour essayer de suivre le mouvement de population, le renseignement. Il faut un bon ministre de l'Intérieur pour essayer de voir le mouvement de tout ce monde. Et donc, je pense que le gouvernement va relever le défi, mais étant donné que nous avons des problèmes énormes, je fais beaucoup d'années pour plaider un plan de développement. Parce qu'il faut faire les états généraux de l'Est. Tous ces businessmen, parce que c'est des sociétés de Clinton, all right, parce que c'est eux qui sont impliqués, y compris Biden. Donc les démocrates, à l'Est, c'est leur multinationale qui fonctionne par rapport aux minéraux. Alors, comment reconceptualiser? Comment définir? Il faut les états généraux de la République dans le secteur de la sécurité ou de l'Est pour essayer un peu de relever, peaufiner et prendre des mesures. Donc, nous regrettons, et je crois que ça peut interpeller comme en 1960 où le secrétaire général des Nations Unies est mort ici. Je crois qu'il y aura une force pour mettre fin. Et comme nous sommes à l'Union africaine, la présidence, il faut reconceptualiser la mission onusienne aussi par rapport à nos objectifs. Absolument. Oui, Madame Abongo, vous avez appris cette nouvelle. Qu'est-ce que vous dites du comportement des ambassadeurs dans notre pays? Merci beaucoup, Monsieur Noël. Bon, il n'est pas interdit à un ambassadeur de sillonner le pays. Il est le représentant de son pays chez nous. Il est le pont entre son pays et le nôtre. Il peut sillonner le territoire, trouver là où il y a des opportunités, informer son pays pour que les investisseurs viennent. Et vous savez, quand les investisseurs viennent, la conséquence, on crée de l'emploi. C'est en accord avec l'État congolais. Oui, bien sûr. Maintenant, moi, personnellement, ce qui m'a tiqué lorsque l'ambassadeur était assassiné, la déclaration de notre ministre, elle dira qu'il n'était pas au courant que l'ambassadeur se trouvait de l'autre côté là-bas, là où il y a des crépitements d'armes. Mais nous voyons l'ambassadeur Hammer se déplacer tout le temps ici. On l'a vu même à Minembwe, on l'a vu dans le Bas-Congo. Il circule un peu trop. Donc, comme l'ambassadeur là circule, il n'avertit pas. Il n'avertit pas le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, la DGM, l'ANER, dont le ministre, l'ambassadeur américain sillonne le pays comme ça, sans que nos autorités le sachent. Donc c'est une faiblesse de notre part. Et selon les décisions prises, voilà, aucun diplomate maintenant ne peut se déplacer. On devait attendre que l'ambassadeur italien soit assassiné pour que nous puissions nous réveiller, nous ressaisir et prendre les choses en main maintenant. Donc, il y a quand même, c'est quand même décevant de notre part que nous soyons tout le temps surpris par des événements pour commencer à travailler et de manière sérieuse. Maintenant, les conséquences sur le plan sécuritaire. Vous avez vu quand il a été assassiné, le mois que ça fait en Europe. On a vu les Occidentaux se lever et dénoncer cet assassinat. Mais moi, je voudrais qu'ils soient aussi regardants par rapport à nous. Parce que nous aussi, nous perdons les êtres humains là-bas. Mais lorsque le leur a été assassiné, nous avons vu les langues se délier. Nous avons vu même les Nations Unies. Voilà, il faut qu'il y ait une enquête, tout ça, pour qu'on sache qui a assassiné le ministre. Et moi, ce qui m'a aussi tiqué,
Deuxièmement, c'est lorsqu'on a directement dit que c'est le FDLR. Il a été assassiné, non, le coupable c'est le FDLR. Mais sur base de quelle enquête on a dit que c'est le FDLR? Donc on laisse d'abord que l'enquête aboutisse. Si les indices probants sont là. Les éléments probants, mais on a qu'à jeter dans le dossier que l'enquête aboutisse. Parce qu'il n'y avait pas d'enquête. Directement, on dit, voilà, c'est le FDLR. Sur base de quoi? Donc, on laisse d'abord que l'enquête aboutisse. Comme ça, on saura qui est à la base de l'assassinat de l'ambassadeur. Il y a des antécédents sérieux. Alors, Monsieur Kapangana, vous aviez entendu cette nouvelle. Oui. Et quelle est la première réaction que vous avez eue? Moi, j'ai entendu, mais bon, nous regrettons cette mort. Je crois que mon frère Ntawa, je crois, Tao. Je pense qu'il voulait dire qu'il regrette cette mort-là, parce que c'est comme si j'ai entendu qu'il était dit non, je suis content. Non, on n'est pas content, mais il ne faut pas. Vraiment, il ne fallait pas que ça arrive. Mais on regrette bien que ça soit là, mais il y a quand même un avantage que ça attire quand même l'attention des autres. Mais moi, je ne suis pas là. Faire des voyages dans un pays où on est représentant d'un autre sans respecter les règles, sans... Je ne sais pas même s'il y a un code de conduite des ambassadeurs. Alors, sans respecter tout ça, moi j'ai dit, c'est ne pas respecter le pays. Et moi, la question que je me pose, pourquoi est-ce que nous ne nous faisons pas respecter comme pays, comme gouvernement, comme tout ça, tout ça? Mais je pense que ça dépend aussi de notre attitude. Quand nous allons chez les ambassadeurs, qu'est-ce que nous allons leur dire? Comment nous nous comportons quand nous allons dans les ambassades? Est-ce qu'on va pour pleurnicher, pour quémander, pour demander des faveurs de ceci ou de cela? Donc tout ça aussi peut dépendre de cela. Parce que si on vous voit tous au niveau, je ne sais pas, gouvernement, quelle instance, tout ça, on vous voit vous agenouiller devant n'importe qui, comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux et que l'on respecte votre code de conduite? Donc moi je pense qu'il faut aussi quand même qu'on se regarde nous-mêmes pour dire quel comportement nous avons. À un moment donné, c'était la société civile qui était, chaque fois qu'il y avait un petit problème, on allait se réfugier dans une ambassade pour pouvoir produire je ne sais pas quoi. Et maintenant, j'ai même suivi, il y a quelqu'un, un mot, on vient de le dire, dit la société civile, mais faisons le contrepoids, c'est ça notre rôle. Contrepoids, c'est-à-dire quand ça ne va pas, du côté bloc économique, bloc politique, ça ne marche pas, le bloc de la société civile s'élève pour faire le contrepoids, pour dire pas ça, nous on est derrière la population, on doit faire ça. Mais ça serait malheureux que l'on se mêle aussi dans... Bon, tu as montré le chemin, je ne sais pas comment ça devrait se faire. Mais je crois que c'est cela. Est-ce que nous sommes... On n'est pas respectés? Et si nous ne sommes pas respectés, nous sommes quelque part responsables. Je pense que nous nous comportons comme des petits-enfants devant ces ambassadeurs-là. OK. Alors, mon cher David, vous avez réagi comment? Oui, par rapport à la mort de l'ambassadeur Lucas, de prime abord, je tiens à présenter nos condoléances au nom de notre parti, de l'initiateur du parti, le patriarche Étienne Tshisekedi, et au nom du président du parti, c'est lui qui gère au quotidien le parti, M. Junior Monsese, et à la famille diplomatique accréditée à Kinshasa, et aussi à la famille de l'illustre disparu, sans oublier le pays ami à notre pays, à notre nation. J'ai fait des observations ci-après par rapport aux autres amis aussi qui l'ont déjà stigmatisé. Nous sommes en train d'observer que les dispositions diplomatiques par rapport au code de bonne conduite et au code diplomatique ne sont pas respectées par la plupart des missions diplomatiques accréditées chez nous. Et je me demande si cela peut être possible aussi ailleurs. Est-ce que notre pays, lorsqu'on accrédite, on envoie un ambassadeur, il peut se comporter de la manière? Ça, je ne sais pas. Le monsieur a quitté Kinshasa, je ne sais pas dans quelles conditions, parce qu'il faut aussi élucider cela. Il a quitté Kinshasa. J'étais étonné même de constater, d'apprendre que le responsable de la police de la province Nord Kivu était aussi surpris de la mort de ce monsieur-là.
Il s'est étonné, il a dit, mais comment? Je ne crois pas que ça soit lui qui soit décédé. Alors, à ce niveau-là, nous sommes en train de nous poser la question de savoir si réellement, comment ce monsieur a quitté Kinshasa vers là-bas et quelles ont été les dispositions prises. Et là, ça ne relève pas de la compétence de notre gouvernement ou de la responsabilité de notre gouvernement par rapport à sa façon de se comporter, parce que lorsqu'il est arrivé au niveau de Beni ou au niveau de Nord Kivu, il semble aussi qu'ils ont eu une réunion hebdomadaire qui est opérationnelle. Au cours de cette réunion, ils discutent du climat qui prévaut dans les mines, dans les milieux où prévaut l'insécurité. Alors, est-ce qu'il n'a pas été informé? Et s'il a été informé, comment il s'est comporté de manière irresponsable? D'abord, dans ces mines-là, lui-même, il est passé sans se rendre compte de sa personnalité. Et quand il est parti, il a fait ce qu'il a fait, il s'est exposé lui-même. Et en s'exposant, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qu'il était allé chercher là-bas. C'est là où beaucoup de gens de la rue, parce que nous sommes des analystes, et nous ne pouvons pas aussi parler de ça, les gens de la rue trouvent qu'il y a de la responsabilité dans le chef de la communauté internationale dans la guerre qui se passe à l'Est. Parce qu'il y a des Balaka qui sont ici. Il y a des Séléka de Centrafrique. Mais contre qui nous n'avons jamais décrié le port des armes. Et nous n'avons jamais constaté cela. Mais pourquoi maintenant, avec le FDLR, ils sont laissés en homme libre avec le port des armes, et quand la République démocratique du Congo est en train de déployer des efforts, dénoncer la situation, c'est comme si ça n'arrive pas aux oreilles de la communauté internationale. Et alors, là, je pense, parce que aussitôt que nous avons appris la mort, il y a eu même des choses qui ont défilé dans les réseaux sociaux. On a dit c'est le président Tshisekedi qui doit être interpellé, ainsi de suite. Je pense de toutes les façons, je ne sais pas monopoliser la parole, je pense qu'à la longue, il faudra qu'on revienne au respect des codes de conduite des diplomates accrédités chez nous. Il arrive dans une province, il y a un gouverneur des provinces, même pas de civilité à ce gouverneur. Non. S'il vous plaît. Alors. Non, rapidement, je dirais, il vous souviendra de ce que nous avons toujours dit. J'ai entendu les uns et les autres ici. Il est mort, on fait du bruit, nous mourons, on ne fait rien. Mais il y a une problématique qui reste récurrente à travers le temps, 60 ans après, avec autant de gouvernements. Quelle est la problématique de la citoyenneté congolaise? Elle est nulle. Je suis désolé. Vous voulez que votre frère est mort, vous allez jouer au football, et vous voulez que moi je puisse venir pleurer à votre place. Ah non! Mais ah non! C'est à nous, Congolais, de donner du contenu à notre citoyenneté. Directeur, la lecture que je peux me faire rapidement de cette situation, de mes 8 ans aux mines, au cadastre minier, et de mes 2 ans et demi au cabinet des affaires étrangères, c'est qu'il se passe des choses dans ces pays. Et c'est pourquoi nous disons aux deux qui sont avec les grands chefs de pouvoir ouvrir l'œil. Directeur en pleine guerre d'agression du Rwanda, Burundi, et ainsi de suite, nous allons représenter la RDC dans une conférence internationale, quelque part au monde. Nous allons à notre mission diplomatique. À 8 heures, nous devons aller au siège de cette organisation internationale. Qui est venu nous prendre? C'est l'ambassadeur du Rwanda, avec sa voiture. Notre ambassadeur n'avait pas de voiture. Pendant que nous étions agressés, c'est le Rwandais qui est venu nous prendre dans sa voiture. Il nous a ramenés tout petit au siège de l'institution où nous devons parler de la guerre de la RDC. C'est un problème. De deux, nous avons suivi tout ce qu'il y a eu. Bon, on me dira, nous n'avons pas été informés. Mais j'ai vu à travers les réseaux sociaux une note verbale. Je ne sais pas si les amis ont été aux affaires étrangères pour comprendre comment les choses se font. Je m'excuse beaucoup. En tout cas, nous étions, prenons le cas de l'Israël, à Jérusalem, pour aller à Tel Aviv. L'ambassadeur a pris soin d'informer par note verbale. Un diplomate ne se promène pas parce qu'il le veut, même si c'est au Congo. Arrivons à nous interroger nous-mêmes. Directeur, nous posons des grands problèmes de gouvernance dans notre pays. C'est pourquoi nous vous disons, le choix des hommes est important.
Noël, on va continuer à pleurnicher, il faut ceci, il faut cela, tant que nous n'aurons pas résolu les problèmes de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, par rapport aux défis qui sont les nôtres, ce serait catastrophique. Ok. Madame Angèle, Oui, rapidement. Rapidement, c'est évidemment une tragédie. Hein, et comme beaucoup, je présente mes condoléances et à la famille de l'éprouvé et à l'Italie. Mais je voudrais parler d'un aspect. Je me dis, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, à qui profite cet assassinat? À qui profite ce crime? Ça profite en tout cas à ceux qui veulent ternir l'image de notre pays. À un moment où, justement, nous reprenons de la place sur la scène internationale, à un moment donné où on a la présidence en exercice de l'Union africaine. Et être président en exercice de l'Union africaine, vous devez vous occuper des problèmes du continent et chaque fois entendre « Ah, voilà, chez vous, on a tué autant de gens, il y a eu même un ambassadeur tué ». C'est déstabilisant et c'est pas bon. Et n'oublions pas aussi que nous sommes en campagne, nous devrions être en campagne pour le siège non permanent au Conseil de sécurité. On est en lice avec le Gabon. Bon, donc tout ça, c'est pas très très bon. Donc la priorité que le chef de l'État s'était donnée de la paix et la sécurité au Congo, mais c'est aussi dans son mandat pour l'Union africaine, on doit vraiment insister là-dessus. Et puis, l'autre aspect où on dit, oui, on en a parlé beaucoup en Occident, etc. Et quand les Congolais meurent, on n'en parle pas. C'est aussi à nous d'en parler. Vous l'avez soulevé en disant, voilà, même nos chaînes nationales n'en parlent pas. Autre chose, je termine là-dessus, Madame Ambongo disait, oui, vous êtes un diplomate, vous pouvez vous promener dans tout le pays pour pouvoir informer votre pays. Non, par exemple, aux États-Unis, on délimite des périmètres. Hein. Pour le diplomate, on dit non, vous ne pouvez pas aller au-delà de tel périmètre. Donc, c'est l'occasion pour nous, ce drame doit nous faire revoir toutes nos règles, voir comment on les applique. Et puis, c'est comme ça, notamment, qu'on se fait respecter. Ok. Alors, Kitoko Michel, cet assassinat de l'ambassadeur-là nous laisse le pays sans conséquence? Moi, je pense, Noël, que nous devons prendre nos responsabilités. Le Congo, il y a un dysfonctionnement réel dans le fonctionnement de l'administration de notre pays. L'ambassadeur de l'Italie avait envoyé une note verbale avant de se déplacer. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé 4 ans à l'ambassade d'Espagne comme chargé de la Chambre de commerce Congo-Espagne, ici. Je me suis déplacé avec l'ambassadeur Mazarambros jusqu'en Mbujimaï. À chaque fois, il informe d'abord sa hiérarchie dans son pays et une note verbale aux affaires étrangères de notre pays, avant de se déplacer. Et aujourd'hui, vous avez vu la précipitation dans la déclaration des officiers de notre pays. Et qu'est-ce que l'Italie va penser? Lorsqu'il attend que le responsable de la police, qui parle au nom du Congo, local, dit « je ne suis pas au courant ». Qui l'a demandé de faire une telle déclaration? Alors qu'il y a une note verbale aux affaires étrangères ici, qui devait communiquer la DGM. On ne peut pas passer l'aéroport de notre pays sans pour autant que la DGM ne soit mise au courant. C'est tous ces éléments de dysfonctionnement qui nous discréditent au niveau international. Donc, sur ces points-là, je suis totalement d'accord que les 2 enquêtes aient eu lieu. Parce que l'Italie a demandé de l'enquête, mais l'enquête antiterror italien. Ils ont demandé que le militaire italien vienne mener l'enquête, pendant que la présidence de notre pays prend aussi les soins de dire que nous allons faire notre enquête à notre manière. Demander même qu'on fasse confiance à l'État congolais. Le ministre des Affaires étrangères de notre pays avait aussi promis qu'ils vont tout faire pour dénicher ceux qui sont à la base. Mais pendant que le ministre dit ça, on attend un autre son de cloche du ministère pour dire que c'est FDLR, désigné nommément, sans l'enquête. Tout ce cafouillage-là qui fait que le pays est discrédité sur la scène internationale. Revenons au cas de l'Est.
c'est que j'attends ici que le Congo ne fait rien, ou vous pouvez peut-être accuser la RTNC. Mais je peux vous garantir, cher ami, que tous les jours, je ne connais pas un seul citoyen congolais dans tous les recoins de la République qui ne s'indigne pas de la situation de l'Est. Ici, à Kinshasa, nous prenons toutes les initiatives, gronder les gouvernements et les ministres en place pour la situation de l'Est. On se mobilise. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On se mobilise. Moi, Kitoko, qui vous parle, c'est depuis 2012 que j'ai proposé la fameuse le déplacement de l'état-major général de notre pays à l'Est du pays. C'est depuis 2012 que je me bats pour ça. J'ai même récemment demandé qu'on puisse créer une capitale de la défense de notre pays à l'Est du pays pour mettre fin à ça. Parce que si nous ne faisons pas un effort colossal par rapport à ça, on peut nous ôter cette partie de la terre. Et la fameuse balkanisation dont on craint, ça peut venir en tout moment. Le président de la République lui-même, il a dit, je vais même mourir s'il faut rétablir la paix. Il a promis, mais il ne devait pas promettre la mort. Il devait promettre la sécurité. Voilà ce qui peut rétablir de l'ordre, le concorde national et l'unité de notre pays si on se bat ensemble. Mais je pense que chaque citoyen, là où nous y sommes, chaque Congolais là où il est, tel que nous sommes, nous pouvons tous ensemble nous mettre main dans la main pour mettre fin à des tueries et qui sont là-bas pour que le pays voisin comme le Rwanda et l'Ouganda surtout, moi, Burundi peut-être à demi, il faut dire les vérités telles qu'elles sont, nous respectent. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Disons tout simplement que les organisations internationales et beaucoup d'étrangers dans notre pays se comportent en électrons libres. Les gouvernements venaient de prendre des mesures qui demandent qu'aucun déplacement ne peut se faire sans autorisation. J'espère que ce n'est pas sous les coups, sous les chocs de cet assassinat qu'on prend ces mesures. J'espère que ces mesures seront d'application et qu'il y aurait des suivis pour que demain, ce genre de cas ne puissent pas encore se répéter. Mesdames et messieurs, au revoir. Retrouvons-nous la semaine prochaine sur la même chaîne. Que Dieu protège la République. Au revoir. Naboyokani bodiso na tebo, tosi bwa bayeta unité kosi.